Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve ce matin pour présenter l'étape numéro 17. On attaque cette troisième semaine du Tour d'Italie. Courte troisième semaine, mais intense en termes de difficulté parce qu'on aura un parcours assez difficile sur ces 3 derniers jours, notamment lors de 3 étapes. Il y aura également un contre-la-montre à Milan, puis on aura une étape qui ne sera pas si facile que ça pour les sprinters, une sorte de Paris-Tour ancienne formule, on pourrait dire. L'étape, ça sera l'étape du vendredi. Vendredi ou jeudi? Non, c'est l'étape de jeudi. C'est l'étape de jeudi. Cette étape de mercredi, 2 premières catégories en fin de journée, 2 côtes très difficiles en passant, notamment cette arrivée à Alpe à Sega Diala, pardon, qui sera très très difficile. Les échappées devront prendre de l'avance si elles veulent s'imposer. Et les leaders, s'ils veulent porter cette étape, ils ne devront pas laisser cette échappée partir trop loin. On fera bien entendu profil l'histoire de cette étape. Avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner vos pronostics également dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage. Donc grosse bagarre, 2 premières catégories, début de journée par contre très calme au niveau des sprints aux bonifications, ce qui devrait permettre à l'échappée d'être très fournie. Mais on pourrait avoir une première heure de course, voilà, avec une grosse bagarre, une première heure de course à plus de 45 à l'heure. Ça peut totalement être faisable, surtout qu'on sera un lendemain de journée de repos. Donc il y a des coureurs qui vont penser qu'ils ont des très très bonnes jambes parce que voilà, ils se sont bien reposés et puis bon, ils découvriront au milieu de l'étape qu'ils sont en fait bien cramasses sur ce Giro. Final très costaud, on pourra faire des écarts dans le final. Par contre, il faudra être un peu... il faudra anticiper un peu, il ne faudra pas attendre les 2 derniers kilomètres, il faudra anticiper un petit peu. Le profil de cette étape, on le regarde tout de suite. Donc vous voyez, c'est une étape qui est quand même assez longue pour un lendemain de journée de repos, 194 km, on part de Canazei pour aller à Sega Diala. Vous voyez, première partie d'étape très calme, et puis sur les 50 derniers kilomètres, ça fera extrêmement mal, avec 2 cols de première catégorie, mais qui ont l'avantage de ne pas être très haut en altitude. Ça pourrait convenir à certains coureurs qui n'aiment pas trop l'altitude. On part de Canazei, début de journée plutôt en descente, donc ce qui devrait nous permettre d'avoir une première heure de course assez rapide. On est dans la région du Trentin, la région vraiment du Tour du Trentin, du Tour des Alpes désormais. Donc c'est vraiment une région qui est souvent utilisée par cette course-là et vous le verrez dans l'histoire de cette étape. On aura un col de 3e catégorie, il sera au kilomètre 58, pardon. Il sera de 2 km 9 à 9,3% de moyenne, c'est la côte de Zvezeri. Côte qui n'est pas extrêmement difficile, un peu de pourcentage, mais c'est une côte assez courte, comme vous avez pu le voir en termes de... Voilà, il y a des pourcentages, mais la côte est assez courte, il faudra faire attention dans le dernier kilomètre. Mais bon, on est encore très très loin de l'arrivée, ça m'étonnerait qu'il se passe quelque chose. Par contre, ça peut être intéressant pour un classement de la montagne, parce que ça reste un col de 3e catégorie, et en sachant qu'on peut passer également avec l'échappée devant dans le col de première catégorie, ça peut permettre d'accumuler des points pour ce classement de la montagne. On embrasse Geoffrey Bouchard. On continuera donc à Trento avec le sprint intermédiaire au kilomètre 92.5, le sprint bonification très tôt dans la journée à Mori au kilomètre 122. Vous voyez, là on est vraiment dans une portion de plaine, et puis on va arriver à Avio. Avio, c'est au kilomètre 140 et ça sera le pied du Passo San Valentino, 14,8 km à 7,6% de moyenne, col de première catégorie. Le Passo San Valentino, 1320 mètres d'altitude. Vous voyez, ce sont certes des cols difficiles, mais qui sont quand même à un niveau très bas au niveau altitude. Le Passo San Valentino, c'est pas le col des 2 qui est le plus difficile. Il y a quand même des passages compliqués, notamment entre le kilomètre 3 et le kilomètre 4 avec 9,5% de moyenne, entre le kilomètre 5 et le kilomètre 6 avec 11% de moyenne. N'oubliez pas également entre le kilomètre 9 et le kilomètre 10 à 9,2% de moyenne. Sinon, c'est plutôt assez régulier, entre 6 et 7%, je dirais, sur les autres portions. Mais voilà, vous avez ces petits kilomètres-là qui sont un peu plus compliqués. Faire attention également, c'est quand même un col long
15 km. Il n'y a pas vraiment de replat non plus dans ce col, donc il faut faire attention sur la gestion de l'effort. Ce qui fait qu'au sommet, si vous avez calculé, on sera au kilomètre 156, donc on sera à une quarantaine de kilomètres de l'arrivée de cette étape. Descente, notamment dans la commune de Brantonico, et puis on aura une dizaine de kilomètres je dirais de plaine et de vallée pour rejoindre ensuite la montée de Sega Diala, 11 km 500, 9,6% de moyenne, col de première catégorie, col très très difficile, on va le voir tout de suite, le Sega Diala. C'est dur tout le temps en fait. C'est assez incroyable d'avoir trouvé cette pente là. On parlait du Zocolan. Moi, c'est celle-là qui me fait plus peur que le Zoncolan. Parce que vous voyez, entre le kilomètre 7 et le kilomètre 8, c'est 16,9% de moyenne sur le kilomètre. C'est plus que sur le Zoncolan. On aura également entre le kilomètre 5 et le kilomètre 6, 12,8% de moyenne. Quand c'est noir, c'est que c'est très difficile. Et le Zoncolan, vous voyez, c'était les 4 derniers kilomètres. Là, c'est les 11 kilomètres qui sont durs. Sauf le final. C'est vrai que les 2 derniers kilomètres sont quand même beaucoup plus plats. Donc il faudra partir, je dirais, dans la rampe entre 7 et 8 km de l'arrivée. Ça peut être une possibilité, voire même avant, entre le kilomètre 5 et le kilomètre 6, avec 12,8% de moyenne. C'est une montée qui va faire très très mal, qui va aider les petits gabarits, et qui va pas forcément favoriser les grands costauds, notamment Joao Almeida. Pour le top 10, je pense qu'il va souffrir aujourd'hui, Joao Almeida, et donc ça sera la fin de cette étape après 194 km. Du côté de l'histoire de cette étape, on n'a pas d'arrivée sur le Giro, on n'a même pas de passage sur le Giro, répertorié par Pro Cycling Stats sur cette montée du Sega Diala. Par contre, on a une arrivée d'une étape du Tour du Trentin, l'étape numéro 4, alors le Tour du Trentin, qui était l'ancêtre du Tour des Alpes, c'était à peu près la même course. C'était en 2013 avec la victoire de Vincenzo Nibali devant Mauro Santobroggio, qui je crois à ce moment-là avait des petits problèmes d'affaires de dopage aux fesses du côté de l'ancêtre de l'équipe Vini Zabou, je crois. Et puis Niemek également du côté de la Lamprey. Ce jour-là, il fait un grand numéro. Il arrive surtout à prendre le classement général. Et la même année, en 2013, il remporte quoi? Son premier Giro. Donc comme quoi gagner le Tour du Trentin n'est pas incompatible avec remporter le Giro. Faut avoir ça dans la tête, monsieur Simon Yates. Et ce jour-là, qui était en tête du général? C'était Maxime Bouet, le coureur à l'époque d'AG2R, qui était en tête du général depuis, je crois, l'étape numéro 2, qui avait 3 minutes 30 d'avance, et puis qui perd toute son avance, mais qui garde quand même la 3e place de la course. Et puis ce jour-là également, Bradley Wiggins avait connu un énorme problème mécanique avec son vélo. Il y avait une sorte d'imbroglio également avec l'équipe Sky, ce qui arrive pas souvent. Lui qui ensuite fera un Tour de France... c'est pas le Tour de France pour lui, c'est 2012. Le vainqueur du Tour de France 2012, qui avait connu une journée compliquée, alors qu'il était 10 secondes devant Nibali au classement général, alors à la fin de l'étape 3. Donc vous voyez, on peut remonter le classement et vous voyez la pente est très difficile parce que sur les photos de Cycling News que j'utilise pour cette vidéo, vous voyez vraiment que la pente est très 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 difficile. Du côté de la stratégie, donc moi, grosse échappée, il faudra des équipiers avant l'école, au moins 10 minutes. On avait vu aux Zocolan, au pied, les échappés avaient 6 minutes 20 de la dernière difficulté. Il faudra au moins la même chose dans la dernière difficulté, donc je pense qu'à 50 bornes de l'arrivée, il faut avoir 10 minutes. Si vous n'avez pas 10 minutes, si ça commence à accélérer fort derrière, ça peut être compliqué. Moi, je crois quand même à la victoire des échappés, qui je pense ont quand même 150 km pour faire l'écart. Mais il faudra que les Bokemolema et autres qui veulent gagner l'étape partent avec des équipiers sur cette journée. Du côté des pronostics, pour moi, du côté... non, j'ai oublié de parler de la météo, pardon, j'ai pas fait dans l'ordre. Je fais la stratégie avant de parler de la météo. La météo, entre 18 et 8 degrés, avec du vent aux alentours de 20 km/h de côté, mais qui ne devrait pas avoir une incidence énorme sur la course, et on ne devrait pas avoir de pluie, ce qui est quasiment un miracle depuis le début de ce Giro. Et du côté des pronostics, moi je mets Evenepoel. S'il veut se tester sur des grandes montées et sur la gestion de l'effort, c'est la journée
je pense la plus intéressante, voire peut-être l'étape de samedi également. Moi j'ai mis Rubio, le coureur de la Movistar, c'est quand même un bon grimpeur, petit gabarit, ça peut aider sur les pentes les plus rudes. J'ai mis également Mollema, parce que ça reste un coureur puissant, mais bon, est-ce qu'il arrivera à passer sa grande carcasse dans le Segadiala, c'est la grande question. Et puis du côté de la grosse cote, moi j'ai mis Rudy Mollard aujourd'hui, parce que je pense que c'est trop difficile, notamment pour un coureur comme Tony Galopin, alors qu'un Rudy Mollard, si l'échappée est pas très dangereuse, et puis bon, il y a des coureurs qui n'ont pas montré grand-chose pour le moment, comme Bokeh Mollema, ça peut être intéressant. J'ai pas mis Fortunato, mais bon, comme aux Ocolonnes, c'est un coureur sur lequel il faut peut-être compter pour cette étape. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Ce soir, on se retrouve pour faire le débrief de cette étape. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et puis, nous, donc ce soir pour cette étape, demain, 7h30 pour la présentation de l'étape numéro 18, qui sera grosso modo la seule étape, on va dire de plat, mais c'est quand même très léger, de cette troisième semaine. Je dirais qu'il y a deux étapes celle-là peut convenir à des baroudeurs également, l'étape numéro 18. Eh bien, ciao ciao sur l'Amérique Production.